Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h17, mon invité ce matin sur Radio Classique, Robin Rivaton, jeune économiste, auteur de La France est prête. Nous avons déjà changé, paru aux éditions Manitoba, les belles lettres. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous dites, grosso modo dans votre livre, je simplifie à l'extrême, les Français sont mûrs pour les réformes et des réformes d'ampleur, mais pas les politiques. On en a eu une illustration cuisante avec l'affaire du 49.3 et la loi Macron. Eh bien tout à fait, on a une loi qui aujourd'hui rassemble l'aval de 6 à 7 Français sur 10, donc qui est très majoritairement soutenue dans l'opinion, avec le travail le dimanche qui est aussi une mesure très largement soutenue dans l'opinion. Et malgré tout, on voit qu'il y a ce prisme déformant de l'Assemblée nationale qui fait que ces parlementaires ne veulent pas voter une loi qui, normalement, leurs administrés voudraient voter. Et donc, on a vraiment un décalage entre la population, les souhaits des Français et les souhaits de leur classe politique. Vous qui fréquentez assez régulièrement la classe politique française, comment vous expliquez cette forme de conservatisme ? Eh bien, je pense que les politiques ont un décalage. Ils n'ont pas forcément la vision de la France dans sa globalité. Ils n'ont pas la vision de cette France qui a changé. Aujourd'hui, ils voient beaucoup la France qui souffre, les Français qui vont mal, les Français qui souffrent du changement, qui souffrent de la concurrence, de la mondialisation, de l'ouverture de la France au monde. Mais ils voient pas forcément la France qui va bien, celle qui innove, celle qui crée des emplois, qui crée des entreprises. Tout simplement parce que grosso modo, les perdants ont un intérêt à les voter, tandis que les gagnants du changement, les gagnants de la mondialisation, les gagnants du changement technologique, eux n'ont pas spécialement intérêt à se mobiliser. Et on voit que les chiffres de l'abstention, dans l'abstention, on voit un refuge des gens qui sont plutôt des gagnants du changement. Ça veut dire que la France, aujourd'hui encore, au vu de sa classe politique, n'est pas prête pour des réformes d'ampleur ? Je pense que c'est en train d'évoluer. Il y a quand même une partie de la classe politique qui est en train de se rendre compte de ce changement de la population, qui est en train de se dire que les Français ont changé, qui sont en train de se dire qu'il y a un créneau politique à prendre aussi autour de ce thème du réformisme, de ce thème du changement. Et donc ça va peut-être évoluer, mais c'est vrai que ça bouge très lentement, et notamment avec ce poids qui est le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, qui est un frein de conservatisme. Même hors Parlement, si je prends quelqu'un comme Alain Juppé, qui, paraît-il, est fan de vos idées, ce n'est pas un secret, il a indiqué clairement qu'il ne voterait pas la loi Macron, par exemple. François Fillon non plus ne voulait pas voter cette loi Macron. Contrairement à des gens comme Hervé Mariton, mais qui sont ultra minoritaires au sein de l'UMP aujourd'hui. Je pense que l'UMP s'est mise dans une position un peu délicate, c'est-à-dire en prenant une opposition purement politique, alors que sur le papier, ce sont des idées qu'elle défend, qu'elle aurait dû passer quand elle était au gouvernement, qu'elle défend aujourd'hui. Quand on voit le programme réformiste de François Fillon, par exemple, ça va très très loin dans la réforme. Et pourtant, il ne vote pas la loi. Le UMP est un peu pris dans ce créneau politique et a un peu du mal à en sortir, je pense. Ce que vous expliquez dans le livre, c'est que cette stratégie à la fois donc de l'UMP et puis même de la gauche, avec cette crainte de faire des réformes, ce qu'on peut comprendre au vu de l'électorat et puis de la classe politique socialiste, c'est que la réforme des petits pas, les souffrances par petits pas, finalement, empêchent d'accéder à une éventuelle réforme d'ampleur qui serait salutaire selon vous ? Effectivement, le réformisme à petits pas coûte beaucoup parce qu'on a l'impression de faire beaucoup d'efforts, on piétine, donc on avance lentement, mais en même temps on bouge à chaque fois quand même les jambes. Et c'est sûr que la réforme des grands pas, la réforme radicale, celle aussi qui nous permet de sauter des cycles, puisque effectivement l'économie aujourd'hui est très cyclique, donc on rate parfois des cycles, mais il y a l'opportunité de reprendre le cycle suivant et donc de profiter d'une nouvelle phase de croissance. Et cette réforme-là, cette réforme radicale, aujourd'hui a une vraie valeur en France. Alors vous disiez réforme à petits pas versus réforme de grande ampleur. Mais cette réforme de grande ampleur, elle serait de quelle nature ? Parce que personne n'en parle, personne ne l'a fait finalement. Ce sont des réformes qui changent totalement notre mode de fonctionnement de nos institutions, que ce soit nos institutions sur le marché du travail, nos institutions sur la fiscalité, et qui en fait nous permettent de nous projeter dans une France de 2025 et non pas seulement de rattraper l'Allemagne de 2003-2010. On n'est pas là pour copier le modèle allemand. En 2017, si on copie les Allemands, de 2003, on aura encore 14 ans de retard, si je peux me permettre cette comparaison. Donc il faut vraiment qu'on puisse projeter la France en 2025, et cette projection, elle passe par une refonte totale de nos modes sur le marché du travail, avec une valorisation de l'entrepreneuriat notamment, de l'auto-entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose dont on sait que ça va se développer. C'est déjà le cas aujourd'hui tout de même. Il y a beaucoup de création d'entreprises, notamment via le format de l'auto-entreprise. Oui, mais on valorise encore énormément la grande entreprise. Par exemple, un mécanisme comme le CICE, qui est un mécanisme dont on peut penser que c'est une bonne chose, au final, il valorise beaucoup la grosse entreprise plutôt que la petite entreprise. Pourquoi ne pas transformer le CICE, qui coûte 42 milliards, en une suppression de l'impôt sur les sociétés qui coûte 45 milliards ? Ça aurait un signal beaucoup plus fort, ça permettrait de profiter beaucoup plus aux petites entreprises et pas seulement aux grands groupes. Et donc, on aura une mesure qui profiterait beaucoup plus à cette dynamique entrepreneuriale qui est aujourd'hui la grande force de la France. Et donc, on a un certain nombre de mesures comme ça sur la fiscalité aussi. On a des mesures de décomplexification de la fiscalité française qui est un frein total à la création
création d'entreprises, à la création d'emplois, à la création de richesses, parce que la fiscalité française est très complexe pour le citoyen. Et donc on a des mesures comme ça qu'on doit prendre, des mesures radicales qui sont pas seulement des changements un peu cosmétiques comme on peut le faire en politique, et pour lesquels les Français sont prêts. Sur le marché du travail, les Européens, nos partenaires, nous poussent à faire des réformes de structure également dans ce domaine. La dernière fois que le 49.3 a été utilisé, c'était Dominique de Villepin en 2006 à propos du CPE, le contrat première embauche, qui donc permettait aux entreprises pendant les 2 premières années, si je me souviens bien, de licencier sans motif les personnes qu'elles recrutaient. C'est un peu caricatural, hein, mais c'est grosso modo l'idée du CPE. 49.3, donc la droite n'en voulait pas. Aujourd'hui, on voit que la loi Macron est rejetée par la gauche et par la droite y compris. Que pourrait-on imaginer pour réformer le marché du travail en France, selon vous ? Par exemple, le contrat de l'embauche, c'était une excellente mesure, c'était une très bonne mesure, sauf que toutes les mesures de simplification du marché du travail doivent en parallèle passer par des réformes de fond sur le dialogue social et des réformes de fond face à la chambre sociale de la Cour de cassation, puisqu'au final, c'est la chambre sociale de la Cour de cassation qui a ensuite retransformé le CNE, qui a requalifié le contrat de nouvelle embauche en CDI, et donc qui au final un peu amoindri la portée de cette réforme, qui était une bonne réforme. Il y a plusieurs centaines de milliers de contrats de nouvelle embauche qui avait été signé à l'époque. Donc, c'est vraiment ce sont des réformes à la fois de structure, donc on a plein de mesures à prendre. Ces mesures, c'est notamment une meilleure incitation entre le travail et le non-travail, c'est de dire que tout type de travail est supérieur au non-travail, quelque chose qui n'a jamais été fait en France, quelque chose qui a été un message qui a été porté notamment au Royaume-Uni par David Cameron, dire que vraiment en Allemagne aussi, tout type de travail est supérieur au non-travail, donc vraiment cet arbitrage entre le travail et l'inactivité doit être mis en avant, mais ce doit aussi se doubler de réformes de structure, notamment vis-à-vis de cette chambre sociale. Un mot de la Grèce, c'est l'autre gros dossier en ce début d'année. Robin Rivaton, Valéry Giscard d'Estaing estime ce matin dans Les Échos que la Grèce doit sortir de la zone euro pour mieux régler ses problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? Je suis pas totalement éloigné de cette position. Je pense qu'aujourd'hui, la Grèce n'apporte pas grand-chose à l'Union européenne. Et donc, on est dans un dialogue de sourds parce que les Grecs pensent qu'ils peuvent sortir de l'Union européenne, qu'ils apportent beaucoup à l'Union. Les Allemands pensent que eux, les Grecs pourraient sortir. Et personnellement, je pense que pour la Grèce, c'est peut-être une meilleure chose qu'ils puissent sortir effectivement de la zone euro pour leur économie et effectivement pour nous aussi, puisque ça nous enlèverait un poids politique assez important. Un poids politique et pas économique, hein. Le PIB de la Grèce, c'est quoi ? C'est 2% de la zone euro, et les dettes grecques que les Grecs nous doivent sont pas quelque chose d'insurmontable, et elles sont quelque chose d'abordable pour les économies européennes. C'est vraiment un poids politique avec une discussion qui amoindrit la zone euro. Pourtant, lors des précédentes crises, 2010, 2012, et au moment de l'octroi des plans d'aide à la Grèce, on agitait le spectre d'une sortie de la Grèce de la zone euro comme la fin du monde, quasiment. Oui, mais aujourd'hui, des mécanismes ont été mis en place pour pouvoir répondre à cette alternative, à ce challenge. Je pense que tout est en place. La vraie question, c'est qu'est-ce que les Grecs sont prêts à faire pour rester dans la zone ? Quels efforts sont-ils prêts à faire ? Il faut qu'ils soient importants parce qu'on ne peut pas accepter ce bras de fer qui est en train d'être mené par le gouvernement de Tsipras. Et puis, on voit bien que ça commence à avoir des effets négatifs sur l'économie grecque en général. Et on voit que les prévisions économiques sont en train de chuter parce que le moral des ménages, le moral des entreprises est en train d'être affecté par les positions un peu radicales que prend le gouvernement de Tsipras. Donc, contrairement à 2010, 2011, 2012, il n'y aurait aujourd'hui pas de risque de contagion à d'autres pays de la zone euro en cas de sortie de la Grèce de la monnaie unique ? Non, je pense qu'il y a vraiment le risque est pas du tout de nature économique, le risque est de nature politique, avec un risque d'instrumentalisation et de critique de Bruxelles technocratique vis-à-vis du peuple grec. Mais je pense que le risque économique est aujourd'hui très largement maîtrisé. Bon, un mot pour conclure sur la France. Hier, Alain qu'à votre place nous disait la France va mieux. On voit des statistiques plutôt positives sur la zone euro et sa croissance, mais la France risque de moins profiter du rebond de la croissance que les autres pays. C'est aussi votre diagnostic ? Oui, très clairement. Aujourd'hui, les institutions françaises font que la France n'est pas en mesure de profiter pleinement du rebond conjoncturel qui est lié à la baisse du pétrole, à la baisse de l'euro, à l'amélioration des conditions de financement pour les entreprises. Donc on n'en profitera pas au maximum. Et je pense que toutes les lois, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, notamment la loi Macron, sont plutôt des bonnes choses. Même si la loi Macron, ce n'est rien, c'est bien quand même. Donc c'est des choses tout ce qui est de déblocage de la France permettra de mieux profiter de la croissance conjoncturelle et donc de plus délibérer d'énergie dans le pays. Merci Robin Rivaton d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France est prête, nous avons déjà changé. C'est paru aux éditions Manitoba, les belles lettres. Et vous étiez ce matin donc l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.